bienvenue à cette nouvelle conférence midi de l'Oregon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Bernadette Cassis, qui est professeure agrégée au département d'études langagières et directrice du module des lettres de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi membre de la chaire Senghor de la francophonie de l'UQO et chercheur de la chaire interdisciplinaire de recherche en littérature et inclusion. Ses intérêts de recherche et d'enseignement s'articulent autour des littératures francophones au féminin et de la rédactologie en lien avec la littératie inclusive. Alors, je vous cède la parole, Mme Cassis. Merci, Denise, de m'offrir cette occasion de vous parler de l'une de mes passions. Donc, je disais que je te remerciais, Denise, de me donner l'occasion de vous parler de l'une de mes passions, à savoir la littérature au féminin, en particulier les productions des romancières du Québec et de l'Afrique subsaharienne. Alors, le propos de ce midi trouve son origine dans mes études doctorales, dont la thèse soutenue était intitulée, je cite, « De la littérature au féminin à la littérature avec grand L, sujet du discours et écriture dans le roman francophone au féminin, au Québec et en Afrique subsaharienne ». En fait, j'ai fait une approche, une analyse comparative des deux champs littéraires à propos des romans produits par des femmes sur une longue période. On va le voir tout à l'heure lorsque j'aborderai le corpus. Et j'essayais de dégager la distribution des sujets du discours utilisés par les romancières et de quelle façon cela donnait une spécificité à leur écriture, au point de pouvoir dire bon, qu'il existe une écriture purement féminine. Mais les conclusions de ma recherche, de ma thèse, m'ont montré qu'au lieu d'essayer de singulariser l'écriture au féminin, il fallait plutôt chercher à l'inscrire dans la littérature avec grand L, parce qu'elle est universelle, et les différences du point de vue formel ne sont pas si évidentes, puisqu'on retrouve les mêmes procédés littéraires ou discursifs dans les textes écrits par des hommes. Donc la différence se situe plutôt du point de vue du discours social de l'idéologie. Alors, j'ai poursuivi mes recherches après mon doctorat, donc j'ai poursuivi la réflexion dans mes recherches postdoctorales et j'ai approfondi cette question du genre, toujours en lien avec soit les genres littéraires ou avec des concepts comme l'intertextualité ou l'autofiction ou l'hybridité. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler à la demande de Denis, j'ai essayé de circonscrire un peu mon propos pour faire ressortir vraiment la comparaison entre les romancières québécoises et les romancières subsahariennes à propos de leur discours sur la condition féminine. Mais avant, vous devez certainement vous demander d'où m'est venu l'intérêt pour un tel sujet. Alors, à mon arrivée au Québec, il y a de cela quelques années, je me suis retrouvée en tant que jeune africaine intellectuelle dans un contexte socio-culturel où le degré de conscience féministe était très élevé comparativement à d'autres endroits dans le monde. Alors, il était surtout différent. Et en plus du choc physique auquel j'étais déjà confrontée, je quittais le chaud pour le très froid, donc je quittais 30 degrés pour moins 30 degrés à Québec. Alors, il me fallait affronter une autre paire de chocs. D'abord, un choc culturel. Un choc culturel parce qu'il y avait une opposition entre les valeurs africaines et les valeurs québécoises que je découvrais. Et le deuxième choc, c'était le choc existentiel. Il me fallait chercher à intégrer l'être traditionnel. Déjà, ce processus avait déjà été amorcé avant que je vienne au Québec. Donc, intégrer l'être traditionnel et l'être moderne, sans oublier l'être post-moderne. Alors, j'étais toute mêlée, comme on dirait ici au Québec. Donc, il me fallait vraiment jongler avec ces trois chocs. Et je me demandais comment j'allais arriver à concilier cet être au monde africain dans mon nouvel espace québécois. Et je me suis demandé s'il n'existait pas des points communs entre nos deux mondes, des ressemblances implicites que camouflaient toutes ces différences explicites. Donc c'est cette interrogation qui est à l'origine de toute ma démarche scientifique en lien avec la littérature féminine et
ces avatars. Alors, je suis ravie d'avoir amorcé cette aventure parce que cela m'a permis de mieux comprendre ma société d'accueil qu'est le Québec. Le thème d'aujourd'hui, romancière subsaharienne québécoise, même discours, va porter sur une dimension en particulier, c'est-à-dire le discours social qui se dégage des romans produits par ces femmes québécoises et subsahariennes. Donc, vu les contraintes de temps, je ne vais pas m'attarder sur la description du contexte socio-historique de chaque ère, encore moins sur le contenu, le résumé des romans et la biographie des auteurs. Je vais rappeler brièvement quelques similitudes qui existent entre les deux champs littéraires. Le Québec ainsi que les pays subsahariens qui sont concernés dans mon corpus, à savoir le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, sont d'anciennes colonies françaises, mais à des degrés divers, parce que le Québec a été une colonie de peuplement, contrairement aux pays africains qui, eux, ont subi une colonisation une exploitation plus économique, je dirais. Deuxième point, le Québec a vécu sa révolution tranquille dans les années 60. Et dans les pays africains, on a obtenu notre indépendance dite politique, parce que l'économique, on l'attend toujours, dans les années 60 aussi, dans un désir d'autonomisation dans tous les domaines. Troisième point de similitude, la prise d'écriture, donc la venue à l'écriture des femmes dans les champs littéraires québécois et subsahariens s'est faite tardivement et progressivement. Donc cela veut dire simplement que les hommes ont écrit ou on leur a accordé un peu plus d'importance sur la scène littéraire avant les femmes, aussi bien au Québec que dans ces pays africains. Et cet élan, c'est-à-dire cette volonté pour les femmes d'écrire et d'arriver sur la scène littéraire, elle a profité ou elle a bénéficié des mouvements féministes. Je parle pour le Québec, donc par la création de maisons d'édition, de collections qui étaient purement féministes. Et du côté de l'Afrique, les écrivaines des pays africains ont profité de l'élan qu'avait suscité l'année internationale de la femme en 1975. Donc, elles ne se sont pas arrêtées là, elles ont su s'imposer par la suite sur la scène littéraire et elles sont venues plus nombreuses à écrire. Donc, au-delà de ces considérations contextuelles, est-ce qu'il existe des points de convergence ou de divergence dans ces romans qui proviennent de deux continents différents? Il faut pas s'en cacher. Quels sont les discours que ces romans arborent sur la condition féminine en particulier? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le corpus. En fait, je choisis 12 romans, 6 romans québécois et 6 romans de l'espace subsaharien. Pourquoi un corpus aussi large? Le corpus, d'abord le choix était très difficile et j'étais obligée de choisir un corpus large pour avoir un regard plus diachronique. Donc, si je veux percevoir une évolution dans le discours sur la condition féminine, je ne pouvais pas avoir un regard synchronique, donc m'arrêter juste en une année puis comparer le roman. Il me fallait partir de loin et pour arriver à l'époque contemporaine. Alors, le corpus est organisé selon une notion que j'ai empruntée à un sémioticien québécois qui s'appelle Louis Franqueur, la notion de série culturelle. En fait, il a défini, c'est une notion qui permet de classer des objets, mais qui se distingue de la notion d'époque ou de période qui, elle, est beaucoup plus, a un sens beaucoup plus temporel. Donc pour lui, une série culturelle, c'est un ensemble d'éléments qui sont produits par des individus, où les producteurs de ces objets ont un dénominateur commun, ils sont plus ou moins de la même génération, et ces œuvres jouent le rôle de leader dans la période concernée. Et la durée de la série culturelle peut varier. Donc, j'ai trouvé que ce concept se pliait très bien à ce que je voulais faire pour ma répartition du corpus. Donc, cela me donne une répartition en 3 grandes parties, donc une répartition tripartite. La première partie du côté du Québec, j'ai appelé la série périféministe. La deuxième, la série féministe, et la troisième, la série métaféministe. Je vous demanderai de vous référer au tableau qu'on vous a distribué en avant. Donc, ça permet d'avoir 2 romans dans chaque série. Et dans la première, la périféministe, donc je vais les définir tout à l'heure. Je vais passer au côté subsaharien. J'ai réparti aussi en 3 grandes parties. La première partie, série périféministe. La deuxième partie, pro-féministe. Vous voyez déjà qu'il y a un changement dans la terminologie. Et la troisième, féministe en étiqueté. Alors, qu'est-ce que ça mange, tous ces mots en hiver?
Donc, il faut comprendre que les deux termes périféministe et métaféministe, ce sont des néologismes qui ne figurent pas encore dans nos dictionnaires de langue courante. Et ça désigne, pour périféministe, tous les romans qui ont été publiés avant, on va dire, la Révolution tranquille. Donc, c'était dans un contexte où le patriarcat avait encore ses lettres de noblesse, mais on dénotait quand même dans les écrits de ces femmes une volonté de dénoncer, même si c'était de façon subtile, le statu quo. Quant au terme métaféministe, ça renvoie vraiment à tous ces textes qui ont été produits après les années 70, donc à partir des années 80, et où on voyait qu'il y avait un changement de ton dans le discours. Ces textes se démarquaient de tous les romans qui ont été produits dans les années 70. Donc ces textes sont dits féministes, donc je cite des auteurs comme Nicole Brossard ou même Luki Bersianic qui ont produit des œuvres qui non seulement essayaient de démanteler le discours dominant du patriarcat, mais aussi déconstruisaient la langue. Alors c'était des romans qui étaient écrits sans histoire dans la mesure où il n'y avait pas un personnage qui avait une situation initiale, à qui arrivaient des aventures et on aboutissait à une situation finale. Non, c'était un narrateur ou narratrice qui s'exprimait au jeu, qui donnait son opinion, qui dénonçait certains faits de société, et avec même une déconstruction de la langue, la grammaire, la syntaxe, c'était des phrases qui n'avaient plus la structure de base, sujet, verbe, complément. On n'avait que des verbes ou des phrases nominales. Alors c'était tout un changement, un bouleversement, mais la série métaféministe dans les années 80, avec des auteurs comme Francine Noël, dont le titre que j'ai utilisé c'était Maryse, on retrouvait des romans avec une histoire. Il y avait des personnages à qui des aventures, qui vivaient des aventures, et il y avait des préoccupations toujours que moi je qualifie de féministes, dans la mesure où les personnages féminins cherchaient à allier la maternité et la carrière. Elle essayait aussi de se départir de l'emprise du père. Donc le père, ça peut être la société, ça peut être le mari, ça peut être le frère, ou même le père biologique de son autorité. Donc on sentait cette préoccupation féministe, mais avec un discours, une façon de le dire qui différait de la série féministe qui, elle, avait été beaucoup plus subversive de façon explicite dans la déconstruction de la langue, mais aussi dans les sujets qui étaient abordés. Alors, du côté africain, on note une distanciation entre les féminismes occidentaux et africains. Bon, je ne vais pas en faire l'historique, mais ce qu'on constate, c'est que certaines écrivaines africaines ont cherché à se démarquer d'un point de vue terminologique parce que le mot féministe était trop chargé. Alors, elles ont essayé de trouver des termes qui étaient plus appropriés à leur situation, d'où l'utilisation de pro-féministes pour faire la distinction avec les féministes québécoises. Et le troisième qui est féministe en étiqueté, c'est qu'on retrouve beaucoup d'auteurs subsahariennes. Lorsqu'on lit leurs romans, on lit leurs textes, on y retrouve dans le discours des préoccupations féministes, mais lorsqu'elles donnent des entrevues, elles disent non, moi je ne suis pas féministe et puis je ne veux pas que mes textes soient perçus de cette façon, alors que si tu mets en scène des femmes qui se révoltent contre la tradition, contre la polygamie, contre plusieurs, je dirais, plusieurs coutumes qui allaient de soi dans la vision patriarcale, il est clair que tu mets en place un discours qui est, de mon point de vue, féministe. Donc, je les ai classés, ces deux auteurs. Il y a la Sénégalaise Aminata Sofal et puis l'Ivoirienne Tanella Boulou. Alors, donc, comment j'ai analysé le cas théorique analytique? Je me suis inspirée de la notion de discours social de Marc Angelo. Alors, lui, pour analyser le discours social, il parle d'une interprétation du discours hégémonique, donc un discours dominant dans la société auquel qui sera confronté, je dirais, à un contre-discours qui, lui, va venir dénoncer les différents éléments de ce discours dominant. Donc, Marc Angelo définit le discours social. Pour lui parler du discours social, c'est décrire un objet composé, formé d'une série de sous-ensembles interactifs, d'éléments qui peuvent être à l'état brut ou métaphorique, ou opèrent des tendances hégémoniques et des lois tacites.
c'est surtout cet aspect qui m'a intéressée parce que la vision patriarcale n'est jamais écrite. Je veux dire, lorsqu'on lit, à cette époque, on lit la constitution, par exemple, d'un pays africain, les femmes africaines, moi je viens de la Côte d'Ivoire, et on avait le droit de vote déjà à l'indépendance. On n'a pas eu à lutter pour le droit de vote. Mais est-ce qu'on l'utilisait vraiment? Non. Les lois implicites étaient telles que les femmes ne pouvaient pas se prévaloir de ces dispositions qui étaient là. Donc, je me méfie beaucoup de ce qui est écrit, je m'intéresse beaucoup à ce qui est implicite parce que c'est dans le non-dit que toute la subversion passe. Donc, pour décrire ou interpréter les discours sociaux, il y a plusieurs éléments que Marc Genot propose. Je me suis attardée sur ce qu'il appelait les fétiches et les tabous. Bon, il a conservé quand même le sens originel de fétiche et tabou. Ce sont des éléments, par exemple, le fétiche, c'est un élément qui, ou même le tabou, donc qui est entouré d'une espèce de censure. Donc, les fétiches et tabous, ce sont des éléments auxquels pour lesquels tout le monde est d'accord et auxquels il ne faut pas toucher parce que ça fait l'unanimité ou le consensus social. Alors, moi, ce sont les valeurs sociales qui sont décrites dans les textes que j'ai essayé de décrire ou interpréter sous le vocable de fétiche et tabou. Donc, dans le corpus en question, je me suis attardée sur deux éléments. Donc, le mariage et la maternité. Et le deuxième élément, c'est la tradition, la voie de la tradition. La tradition, le conservatisme et la soumission. Alors, pour parler de mariage et maternité, dans les romans, le corpus, qu'est-ce qu'on constate? Dans les romans québécois, donc ceux de la première série féministe, qui représente un Canada français, bon, on est loin de là aujourd'hui, mais il faut toujours savoir d'où on vient pour comprendre ce qu'on est aujourd'hui et où on va. Alors, dans ces sociétés-là, la femme était perçue comme un être inférieur, mais il faut préciser qu'en Afrique, il faut relativiser parce que dans certaines cultures matrilinéaires, en particulier en Côte d'Ivoire, par exemple, on retrouve le même phénomène au Ghana ou ailleurs. Chez les Baoulés, par exemple, les femmes avaient des responsabilités politiques historiquement. Donc, c'est la colonisation qui est venue plus ou moins mettre un terme à cette évolution naturelle. Et on constate encore une survivance de cette place politique que la femme occupait, parce que moi, dans ma culture d'origine, chez les Akans, c'est le système matrilinéaire. C'est la femme qui a le pouvoir, c'est la femme qui détermine la succession de la famille. Dans d'autres cultures, ça va être patrilinéaire, c'est le père qui détermine. Donc, tout simplement pour illustrer le fait que la femme avait un certain pouvoir. Il y a une anecdote que les mères et les grand-mères racontent, ou les tantes, le pouvoir réside dans la main des femmes, sous l'oreiller. Donc, même le chef du village ou le chef de la famille, lorsqu'il doit prendre une décision publique, il va recevoir le cas, oui, j'ai compris, je vous reviens là-dessus, et il demande conseil à la femme, et le lendemain, il vient présenter la source, sans jamais citer la source, évidemment. Mais bon, tout le monde comprend que ça vient de nous. Donc, c'était par convenance sociale, donc les femmes acceptaient ce rôle parce qu'elles étaient conscientes de ce pouvoir. Avec la modernité, les choses ont évolué, ont plus ou moins changé, il y a eu plus de revendications. Est-ce en bien ou en mal? Ça, c'est une autre question. Donc, pour parler rapidement, la femme au Canada français était donc définie par son rôle d'épouse et de mère. On le voit dans Kamouraska dans l'hiver, on le voit aussi dans Bonheur d'occasion. En Afrique, la maternité était importante, la stérilité était perçue comme une malédiction. Et puis, les femmes concernées, par exemple, dans le roman de C'est le soleil qui m'a brûlé, de Kalice Deyala, quand tu étais célibataire ou même veuve, tu étais vouée au génie. Donc, dans les deux espaces, c'était une valeur qui était partagée. L'autre élément, le discours hégémonique se traduit aussi par des voix que je nomme les voix de la tradition, surtout dans le contexte africain. Dans Une si longue lettre de Mariam Abba, la griotte, c'est un genre de poète qui chante les vertus d'une personne. Elle s'en est prise violemment à Ramatoulaye parce qu'elle avait décidé de quitter son mari l'avait abandonnée pour une plus jeune, et puis elle avait décidé de ne plus se remarier. Et la griotte trouvait ça vraiment inconcevable parce que pour une femme célibataire en Afrique, c'est
c'était très mal perçu. Alors, le trait dominant de ce discours social demeure l'exaltation de la soumission et le rejet de toute révolte. Dans la grecque des Batous, par exemple, la mère d'une jeune fille, Loli, qui était mariée, dont le mari voulait aussi aller prendre une autre épouse, et sa mère lui demandait quasiment de ne pas se révolter, d'accepter le statu quo parce que c'était ainsi. C'est pourquoi toutes les tentatives de subversion, de révolte ou de désobéissance à la volonté ou au désir ou à la voie populaire sociale étaient vraiment sanctionnées d'une façon ou d'une autre. Et on pouvait même penser que c'était sanctionné par une malédiction divine. Pourquoi je le dis? Parce que dans ces romans périféministes, même dans les romans africains, tous les personnages féminins qui se sont révoltés d'une façon ou d'une autre de la voie de la tradition ont connu un sort peu enviable. Ramatoulaye de Ici Longlette, son mari l'a abandonnée, elle ne s'est plus remariée, elle est restée toute seule. Son amie, elle a une amie dont le mari aussi voulait prendre une deuxième épouse. Elle s'est révoltée, mais elle a dû s'exiler, elle est allée aux États-Unis pour vivre parce qu'elle n'aurait pas pu vivre au Sénégal dans ce contexte-là. Donc, c'est toujours... on accorde toujours aux personnages qui essaient de se révolter dans ces romans-là une fin qui est peu honorable du point de vue aujourd'hui. Donc, ce talent de soumission était normal et on le retrouve aussi dans les romans québécois et même dans les romans métaféministes comme Maryse, qui est paru en 1983. Pendant longtemps, Maryse, le personnage principal, s'est complu dans sa situation de dépendance affective. Elle avait un attachement maladif à son copain qu'elle épousait finalement, qui s'appelle Michel Paradis, qui lui faisait vivre toutes les misères, mais pour elle, il était mieux de rester avec lui que de se retrouver toute seule. Alors qu'elle était brillante, elle avait fait des études de littérature, finalement elle est devenue écrivaine, elle a commencé à écrire, mais ça lui a pris du temps, tout un cheminement avant de se séparer de ce personnage. Pendant tout le long du roman, elle trouvait tout à fait normal de subir toute cette violence psychologique au nom du mariage. Parallèlement à tous ces discours hégémoniques qui valorisent le statu quo de la condition féminine, il existe dans les séries, même dans les séries périféministes, féministes et métaféministes, des discours qui, eux, incitent à la subversion et dénoncent ce statu quo. Un contre-discours qui se montre sensible à la condition féminine par ses choix de personnages, par ses choix narratifs, peut être considéré féminin. C'est la définition que moi je donne. À ce titre, les romans du corpus contiennent tous des contre-discours féminins. Mais ils deviennent féministes pour moi lorsque, en plus, ils mettent l'accent sur la révolte des personnages contre le système social dépeint qui est injuste, qui est coercitif, et qu'ils proposent des stratégies à ces femmes pour améliorer leur sort. Donc à ce moment-là, pour moi, ils deviennent féministes. Et lorsque il y a, comment je pourrais dire, lorsque il y a une différence qu'on peut observer dans cette façon d'être féministe, alors on peut faire la distinction entre féministe et proto-féministe, mais pour moi, le discours féministe, ça doit forcément montrer une volonté d'agir pour améliorer la situation qui est jugée comme étant contraignante. Donc, le contre-discours qu'on peut observer, même dans Kamouraska, on va voir que les personnages qui sont mis en scène, Elisabeth Dornier va se révolter, elle va comploter l'assassinat de son mari. À cette époque, au 19e siècle du Canada français, c'était vraiment... je veux dire, révolutionnaire pour une femme d'agir de la sorte. Son mari était infidèle et puis la solution qu'elle a trouvée, c'est de le faire assassiner, puis elle a réussi à le faire. Au tribunal, elle a refusé de reconnaître toute culpabilité. Mais par la suite, elle s'est remariée avec un autre homme parce que dans la société, le salut pour une femme, c'était le mariage. Donc, c'est pour ça que je dis... des fois, il y a un élan de dénonciation du statu quo, mais on ne va pas jusqu'à reconnaître jusqu'au bout. Et c'est pour cette raison aussi que Kamouraska est classée dans la première série périféministe. Alors, à côté d'elle, il y a aussi... dans les deux autres romans de la série périféministe, dans Bonheur d'occasion, qui est québécois, et La grève des Batous, qui est lui africain, on voit que les principaux personnages, même s'ils dénoncent par le discours certaines situations qui leur arrivent, mais
elles restent quand même, elles acceptent quand même malgré elles la situation en Brooklyn. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qu'elles sont classées, ces romans sont classés dans la série Périféministe. Si on sort de la série Périféministe et tout, qu'on arrive dans la série féministe. Dans les deux romans québécois, ils sont les plus prolixes en matière de discours féministe. D'abord, la façon de présenter l'histoire, l'intrigue est vraiment éclatée. On n'a pas un narrateur qui raconte une histoire, on a des instances, des voix qui racontent leur intériorité. Donc, on n'a pas d'acte de personnage, on a ce que le narrateur pense, et il y a une omniprésence aussi de la violence verbale dans les termes qui sont utilisés. Donc, tout ça, c'est de nature, ça renvoie un peu à toutes ces revendications qui étaient, elles, réelles dans la vie de tous les jours pour améliorer le sort des Québécoises ou des Canadiennes. Et dans le texte de Nicole Brossard, par exemple, La Mère, déjà, le titre de l'œuvre, La Mère, qui s'écrit L' amère, et qui renvoie en même temps à la mère comme maman, sachant, c'est comme une dérision de la mère comme maman, sachant la façon dont l'auteur, donc Nicole Brossard, déconstruit, refute catégoriquement cette fonction de reproduction de la femme. Donc dès le paratexte, donc dès l'entrée du roman, et je cite, elle dit « c'est le combat, le livre. La fiction commence suspendue, mobile entre les mots et la vraisemblance du corps amer, dévorante et dévoré. » Donc ce discours se veut à la fois pamphlétaire, fictif et poétique. Parce que pour elle, écrire « je suis une femme » est plein de conséquences. Lorsque tu écris « je suis une femme », c'est vraiment plein de conséquences. Donc, contrairement aux deux romans périféministes québécois, La Mère va vraiment entamer un réquisitoire contre la maternité, donc la fonction de reproduction qui est assignée à la femme. Et dans le deuxième roman féministe québécois de France Théoret, Nous parlerons comme on écrit, elle relativise l'importance de la maternité pour la femme. Et je cite, « Pour une femme, il y a d'autres choses plus heureuses que mettre un enfant au monde. » Fin de citation. Donc les propos de la narratrice de La Mère sont vraiment sans équivoque. Je vais vous citer un bout pour vous montrer jusqu'à quel point, et je cite, « Cramper au ventre et cramponner un mâle qui ne pourra y entrer. Non plus qui veut dans le laboratoire s'il n'est sujet à transformation. J'ai tué le ventre et fait éclater la mer. En elle, sous l'horizon, se pratique une alchimie, une prose de négociation. » Fin de citation. Donc, vous voyez la dureté même, et elle poursuit, c'est pour ça que je parlais de déconstruction de la langue, déconstruction symbolique à la fois de certaines valeurs qui étaient traditionnellement attribuées à la femme, mais aussi déconstruction du champ symbolique. Et je continue la citation, elle dit « Tout ce temps qu'elle demeure dans l'histoire, elle, parlant de la femme, ne peut gagner sa vie qu'à perturber le champ symbolique. Modifiant la clause première, l'instrument de reproduction, son seul outil. La dissolution des formes, comme une fin du monde jouée sur la scène du ventre plat. » Fin de citation. Donc la dissolution des formes ici renvoyant à toute production écrite ou même artistique, il fallait, puisque c'était la vision patriarcale qui dominait dans l'appréciation des œuvres produites dans le champ culturel, donc il fallait vraiment que la femme puisse imposer sa voix, sa façon de produire. Donc elle propose la modification de cette fonction de reproduction, sa transformation par le travail du creux du ventre, le curetage, le dérèglement, le cataclysme des formes. Donc elle fait un procès au patriarcat et de ce qu'il engendre. Mais contrairement à La Mère, par exemple, France Théoret, elle va commencer par montrer une femme née sans langue, destinée au silence et à l'obéissance. On voyait que même dans le champ, dans la série féministe québécoise, on peut noter une différence entre les deux auteurs. Nicole Brossard, plus virulente, qui aborde de façon abrupte son propos concernant la vision patriarcale, et France Théoret qui, elle, montre, c'est le même discours, elle montre quand même que les femmes sont soumises, elles sont silencieuses, elles ne devraient pas, elles devraient se révolter, mais elle aborde une autre façon. Et dans leur furie, les narratrices n'ont pas épargné les femmes. Elles reprochent aussi aux femmes qui véhiculent des idées reçues du genre « une femme sans homme n'est pas une femme ».
Elle s'interroge sur le désir et les aspirations de ces femmes qui n'hésitent pas à se nier pour se vivre incomplètes. Alors, je vais passer du côté subsaharien. Le roman de Walewale Liking, qui est considéré comme, avec celui de Kalice Beyala, comme les deux romans pro-féministes du côté africain. Donc, dans ce roman-là, qui est intitulé Le genre du roman est indiqué, au lieu d'avoir le genre traditionnel de roman ou de récit, on a chant-roman. Déjà, c'est une dérogation à la règle. Et à l'intérieur, on a trois narrateurs, et dont deux hommes qui passent leur temps à dialoguer entre eux et qui interrompent la narratrice qui essaie de dire ce qu'elle a à dire. Donc déjà, c'est une métaphore de la difficulté de la femme à s'exprimer dans le contexte social. Et Walewale Liking va plus loin en proposant un nouveau mot. À l'époque, c'était un nouveau mot, maintenant, bon, il est le mot misovir. Misovir, c'est une construction, d'abord, pour elle, ça veut dire la femme qui n'arrive plus à trouver des hommes admirables. Si vous cherchez dans le dictionnaire, le Robert, vous allez trouver misogyne, l'homme qui déteste la femme. Mais vous n'allez pas trouver la femme qui déteste l'homme. Parce que justement, la langue, au début, avant, parce que j'ai dit la langue était contrôlée, même la grammaire jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y a un homme et 10 femmes, l'accord se fait au masculin. Donc, bon, nous on essaie de déroger dans mon département, nous sommes, il y a un seul homme, donc on accorde au féminin. On accorde au féminin, mais pour vous dire que même la langue, la grammaire, c'est encore une vision patriarcale. Alors, elle a décidé de créer Misovir pour essayer de lui donner une définition qui est différente. En fait, ça aurait dû être une femme qui déteste, une personne qui déteste les hommes, mais elle, la définition qu'elle a donnée, une femme qui déteste les hommes qui ne sont pas admirables. Parce que dans le fond, ce n'est pas l'être qu'on doit détester, mais c'est le comportement, la façon de faire. Donc, en se concentrant sur les agissements, on peut inciter ou sensibiliser les personnes à mieux changer. Alors, quant à la série métaféministe, là, les auteurs reviennent, donc les auteurs québécoises qui ont publié des romans dans les années 80, reviennent un peu à, comment je pourrais dire, à la structure narrative des premiers romans périféministes. Donc, on a une histoire, on a des personnages, donc ça change un peu de la série féministe du milieu où on avait vraiment une intrigue éclatée. Donc, comment, en dépit de ces ressemblances, les deux discours se distinguent par un certain nombre d'éléments qui, justement, caractérisent chaque espace culturel. Les discours féministes québécois et africains achoppent sur quelques points. Donc, je vais terminer avec ça. Dans un premier temps, leur conception de la maternité est aux antipodes dans le corpus qui a été analysé. Puisque les Africaines revendiquent le droit à la procréation, à la maternité, quelle que soit la série littéraire. Donc, de périféminisme jusqu'à la fin, les personnages africains revendiquent la maternité, la procréation. Alors que les Québécois rejettent cette fonction de reproduction assignée à la femme par le patriarcat et revendiquent le droit de disposer de leur corps. Rappelons toutefois que le retour à la maternité s'observe dans les textes de la série métaféministe. Donc, on voit comme un retour en arrière. Dans un deuxième temps, deuxième divergence, le discours québécois et le discours africain ne s'entendent pas sur la source du mal-être des femmes et les moyens à utiliser pour en venir à bout. Les sujets féminins québécois de la série féministe estiment que l'homme est le principal responsable de leur déboire et que plusieurs conçoivent difficilement l'avenir avec lui, même si cette option est moins radicale dans les textes périféministes et métaféministes. Les sujets africains, quant à elles, donc les personnages féminins des romans subsahariens, elles rêvent d'un monde sans valence différentielle, c'est-à-dire un monde où l'homme et la femme auront leur place, mais qui changent de comportement pour que la société soit meilleure. Donc, elles ne vont jamais accuser, même si elles critiquent. Bon, il y a Kalice Beyala qui pointe du doigt l'homme, mais à la fin, c'est toujours retrouver un monde sans valence différentielle. Le troisième élément, le discours féministe africain a recours à la sagesse des mères et des grands-mères dans les moments de détresse. Maintenant, ici, la généalogie féminine. Pendant que dans le discours féministe québécois,
on stigmatise les mères. Bon, je n'ai pas cité, mais il y a des éléments où Nicole Brossard ou Francine Torres s'en prend à leur mère qui ont perpétué cette vision patriarcale au lieu de leur enseigner des éléments qui auraient pu, je dirais, précipiter leur émancipation. Alors qu'en Afrique, bon, quelle que soit la série littéraire, les personnages féminins s'en remettaient à leur mère ou à leur grand-mère pour les aider à poursuivre leur périple. En définitive, les deux discours se distinguent par leur nature. L'un est plus théorique dans l'ensemble, plus lié au rapport avec le langage, donc le Québec, et l'autre est plus factuel dans l'ensemble, lié aux contingences socioculturelles de l'Afrique. On se doutait bien que les féminismes africains québécois étaient différents. Avec cette comparaison de ces deux discours féministes romanesques, la différence est plus évidente, même s'il reste à apporter des nuances de part et d'autre. Le féminisme africain ne peut qu'être différent, dans la mesure où, comme le soulignait déjà Hawa Thiam en 1978, elle disait que pendant que nos sœurs occidentales en sont à féminiser le discours, à déconstruire la langue patriarcale, nous les Africaines, on a encore à lutter contre le néocolonialisme et contre certaines pratiques incisives comme l'excision, le libéral, la polygamie, en plus du capitalisme et du patriarcat. Donc on n'était vraiment pas au même niveau de lutte, on avait d'autres choses, d'autres combats à mener avant d'en arriver à la lutte pour la déconstruction de la langue. Ce n'est pas autre chose que décrit Mariama Ba dans son roman épistolaire, donc elle revient un peu là-dessus, mais en même temps dans le roman de Mariama Ba, on trouve une voix syncrétique qui essaie d'allier les deux, la voix de la subversion et la voix de la tradition. Cette voix syncrétique se retrouve également dans les romans féministes de Wewe Liking de Beyala, donc aux côtés de voix plus virulentes qui présageaient un long et vigoureux réquisitoire contre l'homme. Donc, dans cette optique-là, on se rend compte que la misogynie, par exemple, qui a été mise de l'avant par Wewe Liking, elle stigmatise aussi bien le comportement laxiste des femmes que celui des hommes, et elle propose une trêve dans cette lutte des classes. Les deux romans féministes en étiqueté donc de la série, la dernière série ou la troisième série du côté africain, elles apparaissent comme une caisse de résonance de cette politique de syncrétisme, dans la mesure où on y retrouve la recherche d'une solution à l'équation féminine qui passe nécessairement par une quête identitaire. Dans le fond, il faut que la femme se retrouve elle-même. Et je le disais en avant-propos, je suis peut-être un exemple vivant, mais de nombreuses Africaines vivent cette quête identitaire, essayer de se retrouver dans cette tradition qui nous habite, qui nous a été léguée de génération en génération, et cet accès à la modernité qui est arrivé avec la colonisation et tout. Donc, dans tout ça, il faut pouvoir se faire un chemin, se retrouver, ce qui n'est pas toujours facile. Mais je trouve aussi que le résultat hybride n'est pas mal non plus, mais il faut pouvoir arriver à s'assumer, et dans les romans, les personnages vivent aussi cette quête identitaire, et très souvent, elles vont se mettre à écrire, soit un journal intime, soit écrire des petits livres, même dans le contexte québécois aussi, dans Maryse, elle s'est mise à écrire, et l'auteur a écrit d'autres romans qui étaient une suite de la saga commencée dans Maryse. On a vu qu'elles ont écrit, le personnage a écrit, est devenu littéraire. Donc, cette quête identitaire passe aussi par l'appropriation de l'écriture, et je pense que ça symbolise également la place que les écrivaines doivent se tailler sur la scène littéraire de façon concrète. Alors, en conclusion, les romans féminins sont des textes riches en socialité du fait de la particularité de leurs conditions d'émergence. Ils contiennent presque tous des marqueurs sociaux. Il est vraiment impossible de lire un roman, un texte au féminin, et de ne pas y retrouver des éléments, même si l'objectif, ce n'est pas de vérifier l'adéquation entre la réalité et le texte de fiction, mais on va toujours trouver des traces de socialité. Et je pense que c'est propre aussi au contexte historique de ces littératures. Dans la série Périféministe, les femmes subissent les pesanteurs des systèmes sociaux, le plus souvent patriarcaux, qui les maintiennent dans un état de subordination totale. La soumission est exaltée, alors que toute velléité de révolte est réprimandée. Donc, les sujets féminins sont partagés entre un conformisme social avilissant ou un désir de révolte.
Dans les discours hégémoniques ou discours féministes québécois ou pro-féministes africains, on retrouve une dénonciation de cette situation de subordination des femmes, en indexant aussi bien les hommes que les femmes elles-mêmes, et aussi on retrouve la destruction de certains symboles du système patriarcal. Même si dans le fond, les discours sociaux québécois et africains se préoccupent du sort de la femme, ils se distinguent par leur nature. D'un côté, on a un discours qui est un peu théorique du côté québécois et un discours factuel du côté africain. Leur conception de la maternité, donc réfutation, vénération et des rapports avec l'autre, homme et femme. Donc cette différence ne fait qu'illustrer la dichotomie qui existe, je pense, entre les féminismes même africains et occidentaux. Le discours que les Africains ont réussi à se doter, donc le discours pro-féministe, qu'on peut appeler aussi discours misogyniste, en lien avec le néologisme que Lee King a proposé, il est pluriel, il est ambivalent et il est aussi ambigu, à l'image du sujet féminin africain, toujours en quête d'une identité qui viendrait à bout de cette hybridité entre tradition et modernité. Quant au discours féministe québécois, il a évolué, vraiment évolué. C'est le passage d'un discours de la transgression, donc virulence du combat féministe, refus de la maternité. Et donc, il est passé d'un discours de la transgression à un discours plus conciliant. Acceptation de la maternité, par exemple, de la série Bêta féministe, et la troisième série. Donc, cette étude du discours social vient vraiment enrichir notre regard sur ces textes littéraires et aussi sur la société, les deux sociétés qui sont ici convoquées, la société québécoise et les sociétés africaines. Merci.